Radio Réveil. La radio étudiante. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Le plus important, c'est de prévenir le fond, c'est qu'il n'arrive pas à la forêt. De politique avec un petit T que par des raisons de défense de l'intérêt général. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Au revoir. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Politiquement Incorrect et on vous l'annonce d'ores et déjà, c'est la dernière de la saison. Et oui, une saison passée ensemble, en tout cas on a été très heureux bien de vous y retrouver avec des nouveaux cette année. On a notamment Vincent qui est là ce soir, bonsoir Vincent. Bonsoir. Des moins nouveaux, et oui, Marc par exemple qui est là depuis le début, bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Encore un moins nouveau, Maxime qui a été là, qui s'est absenté, oui, un nouveau projet professionnel pour Maxime, qui a été présent relativement... Ici, Attends, excuse-moi, on t'entend pas bien. c'est moi l'ancien, Oui, c'est toi l'ancien, tu étais là dès les prémices de cette émission. même avant. Oui, même avant, bien sûr, Faire mes pour qu'on la chroniques tout prépare. seul. Ouais. Voilà. Et puis un revenant en cette fin de saison qui s'est absenté au début, pareil, une trajectoire différente cette année, Hugo. Bonsoir Hugo. On dirait une émission genre c'est ma vie, des trajectoires de vie. Oui, je me suis absenté, oui, je suis revenu et oui, c'est la dernière, c'est très triste. Et oui. Mais bonsoir Nicolas. Je pensais qu'on continuait cet été. Eh ben oui, mais on part en vacances et la fac ferme, figure-toi. Donc on va pas pouvoir rester pendant que ce sera fermé. On n'a pas les clés on n'a surtout pas l'alarme de l'entrée. Voilà. Ouais. Donc là pour le coup on va être un peu politiquement correct. Voilà, et on va faire une petite trêve et puis on reviendra bien sûr à la rentrée avec de nouveaux sujets, de nouveaux débats avec Et tout bronzé. et peut-être des nouveaux, et puis effectivement tout bronzé si le temps daigne effectivement devenir estival. On vous parlait le 20 juin dernier d'une émission, on a fait une émission sur l'école et on va donner une petite suite à cette émission sur l'école en début d'émission avec Hugo qui va nous parler des uniformes qui reviennent et puis on créera un petit débat en début d'émission un petit peu sur l'actualité de ces uniformes que l'on... Voilà, c'est un marronnier, ça revient régulièrement, l'idée de remettre les uniformes à l'école, on en dira deux mots en début d'émission, et puis on consacrera la dernière partie de cette émission, non pas aux questions SMS qui tiennent tant à Marc, bien que ce serait quelque chose qu'on pourrait mettre en place, hein, les questions SMS comme dans C'est dans l'air. Tiens, tant à Marc, non mais franchement, j'ai rien. C'est toi qui nous fais une petite émission de Yves Calvi. Bien sûr, j'ai rien demandé moi. Mais oui, bon, d'accord, on n'a pas de... Vas-y. On pourrait avoir des questions Facebook, mais... Voilà, on pourrait avoir des questions Facebook, mais c'est vrai que c'est suffisamment c'est rare. pas trop... non. Ou alors il faudrait qu'on se les crée nous-mêmes pour dire qu'il y en a qui les déposent. Ouais, il faudrait avoir déjà une audience bien plus importante que l'on a. Merci Hugo. Non mais sérieusement. C'est peut-être ta coupe qui fait ça, je pense. Non Ah, peut-être. Donc On Hugo en qui fait va plus quand t'étais pas là. Hugo va se couper les cheveux pendant les vacances afin d'améliorer l'audience de l'émission. On te remercie Hugo pour ce sacrifice. Ouais, Non, donc, effectivement. Ah mais ne parle pas, on te voit pas à l'écran. Donc voilà. Toujours la même, hein. Non, c'est gentil, non, je me les suis coupés, mais c'est pas grave. Donc on va consacrer la Pareil, deuxième pareil, partie de cette émission. Vous pouvez parler, vous avez des touffes, les gars. Il y a que Maxime qui Ouais, peut parler. on Voilà. a tous des touffes, Néo-nazi là. Donc la deuxième Moi, je partie les- de je les ai cette plus émission par là. sera consacrée, messieurs, eh bien, à Israël. Nous reviendrons bien sûr sur ce qui se passe actuellement, et puis on aura une petite mise en propos de Marc et de Vincent qui connaissent un peu peut-être mieux le sujet, et puis on écoutera bien sûr les autres avis de nos chroniqueurs durant cette deuxième partie de l'émission. Eh bien, c'est parti. Maxime, nous on n'est pas vraiment spécialiste. Ouais, non mais... Ah mais si, je pense que Ça, vous ça avez... permet de retirer mieux en la matière et puis tu sais d'y aller plus humblement, mais Voilà. sûrement quand même. Et puis une précision quand même, les micros de Maxime seront coupés après 15 minutes de propos sans arrêt. Ouais, Donc voilà, on il y a, arrête il y a après une tout. détection intégrée à certains mots, tu vois. Certains mots de la liste noire là, clac, ça... Voilà, coupe. mais Radio Rake est une antenne libre et nous n'aurons pas de liste noire si tant est que le débat soit bien sûr correct quelque part, même si le titre de l'émission c'est politiquement incorrect. Bon, Euh, on y va pour les préliminaires là, on passe à... Tu es pressé d'en finir Maxime, je Allez, le ouais. sens. Alors, Alors effectivement, commencer surtout. Il veut qu'il y ait du sang un petit peu. Alors effectivement, on a décidé de lancer cette première partie de l'émission, non pas sur Jean-Louis Borloo qui devient le président du Valenciennes Football Club, après avoir racheté une partie du club pour le
sauver. Oui, il va mieux a priori, effectivement, son état de Putain, santé c'était s'est d'accord. amélioré. Ben oui, on était tous arrêtés sur il Bah arrête ouais. la politique et finalement il Tout se ça. lance dans le sport. Bon écoutez, pourquoi pas. Évidemment, on va pas consacrer non plus cette première partie d'émission à la victoire de l'Allemagne 7-1 contre le Brésil cette semaine et On aurait au pu, quand 0-0 même. entre l'Argentine et les Pays-Bas. Mais non, on va revenir sur un sujet évoqué il y a quelques semaines, l'école. Et effectivement, Hugo, tu le soulignais en préparant cette émission, eh bien, on reparle de l'uniforme à l'école. Alors peut-être peux-tu nous en dire 2 mots avant de lancer ce débat? Non, mais comme tu l'as dit, c'est un marronnier, c'est-à-dire que c'est un sujet qui revient pas mal. Aujourd'hui, bon, les sujets sur l'école sont assez centraux, je veux dire en termes de réforme gouvernementale. Et donc ce sujet-là revient également, ça touche à la discipline, ça touche à ce qu'on disait la dernière fois, l'école de la République, donc l'école qui devrait faire fi des différences entre classes sociales, toutes ces choses-là. Toi, on a un marxiste parmi nous, je savais pas ça. Non, mais c'est non, je mets en avant justement les arguments qui sont justement évoqués. Je le démontrerai après. Avant, oui, après. Après, c'est mieux que ces Ou alors faut arguments tiennent remonter pas l'émission vraiment. derrière, mais bon, c'est pas évident quoi. Ouais, on peut faire une memento. Mais Ouais, il met un peu de latin pour faire semblant. non, memento, c'est le nom d'un film simplement. Ah, voilà. Mais Ça veut dire t'as pas de C'était un culture hommage, cinématographique. c'était un hommage à Cinebdo. Voilà, c'est un hommage à Robin, évidemment. Enfin bref, ce sujet sur les uniformes, pourquoi? Parce que ça revient dans l'actualité, puis c'est apparu dans une lecture que je fais, que j'ai actuellement, ça s'appelle Nation of Rebels. Alors merci de le montrer, effectivement, Nation of Rebel, Why Ouais, je vais faire mon Nicolas. Oui, merci. C'est bien Voilà, dans le cadre, hein. on ne voit strictement rien, mais c'est pas grave. Là, Donc, là. Nation of Rebels, Non, ça de non, bouger, non. ce sera mieux. Why? Alors, Vas-y, why Marc. counterculture became consumer culture? Voilà. Formidable. Bravo Marc pour cette Voilà, belle... c'est- Alors, il est de qui ce livre? Il est de Joseph De gens F. connus. and Andrew Potter. Voilà. Voilà. Donc toutes les références, bien sûr, à Ça, en retrouver fait- sur Radio Rec, peut-être Oui. un de ces jours. Oui, oui, oui. En fait, voilà, c'est un bouquin de philo, de cultural studies. Donc de culture, d'études Maxime culturelles. a froncé un sourcil là. D'études Non, culturelles. C'est pas. Il est en anglais? Ah, mais Ce- je lis l'anglais quand même un peu. Alors, ce livre est en anglais, il a été traduit en français, mais il n'est plus publié, donc c'est très bien. Enfin bref, ce livre, il parle des mouvements contre-culturels et comment finalement, quand tous ces mouvements culturels vont un peu dans le mur en critiquant un peu n'importe quoi. Je précise juste pour Maxime que contre-culture, il ne s'écrit pas avec 2 K. Hein. Ouais. Je précise, ça a 2 C. Ouais, mais j'étais né quand même avant contre-culture avec 2K et je vois un peu de quoi ça parle. Puis je suis passé par l'université aussi, donc... Oui, justement, c'est- ce sujet. Vas-y Hugo. Allons-y. Donc contre-culture avec 2C et non pas la maison d'édition d'Alain Soral. Mais pourquoi pas ça, je sais pas si ça pourrait l'intéresser Alain Soral. En tout cas, ça remet en cause pas mal de théories qui ont été défendues contre le capitalisme et contre la société de consommation en disant grosso modo que en critiquant la société de consommation, pas mal de personnes rentraient dedans. Donc finalement, ils étaient assez paradoxales dans leur pratique. Mais bref, c'est pas le propos de ce que je voulais évoquer aujourd'hui. Je voulais juste m'arrêter sur un des chapitres qui s'appelle Uniforms and Uniformity, donc uniforme et uniformité. Et justement, qui revenait sur cette polémique sur l'uniforme que l'on a aujourd'hui dans les journaux. Là, j'ai le journal le plus populaire de France, Métro. Metro News, qui donc a sorti un article là-dessus, mais comme beaucoup d'autres journaux par ailleurs de meilleure qualité. Et dans cet article, il y avait comment on appelle ça, un micro-trottoir, donc 4 personnes qui donnaient leur avis, et je trouvais les avis assez caricaturaux. Bon, ils sont faits Comme pour ça après d'habitude, tout. effectivement, oui. Bon, on veut savoir un peu ce que chacun pense. Là, les métiers aussi sont caricaturaux, mais bon. Alors bref, On va avoir une bonne sœur, non? non, on a une retraitée, une fromagère, un collégien en 3e et un étudiant en architecture. Bref, alors il y en a un qui dit qu'il est plutôt indécis sur la question parce que on pourrait penser que ça va estomper les différences de classe sociale, ce que je disais tout à l'heure, mais en fait les inégalités elles sont plus profondes que ça. Merci. Et il y a la vieille de 86 ans qui nous dit que... Ouais, vous allez voir que c'est assez marrant, elle dit « Je ne suis pas tellement favorable à une telle mesure, je trouve cela vieillot ». Voilà, donc ça, Ouais. c'est assez marrant. Bah, ça lui rappelle sa jeunesse. Ouais, pourquoi pas.
Donc voilà, Je crois qu'elle s'est un peu foutu de la gueule du journaliste. Après, il a pas saisi, il a dit ouais, vachement, c'est bien ce qu'elle dit en fait. Ah, Mamie, elle est un peu révolutionnaire. Ouais. Après, il y en a une qui dit voilà, aujourd'hui, les enfants sont trop durs entre eux, c'est presque une guerre des marques. Le port de la blouse les mettrait à tous sur un pied d'égalité. Voilà, on a un peu tous les avis qui. Est-ce que qui c'est viennent la comme faute ça. des enfants ou des parents? La Mais- question mais- pourrait se poser. Hein. Nicolas, tu dis ça en. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que Je t'emmerde. Ouais. oui, la guerre des marques, ça ne le concerne pas vraiment. Donc. Si, la guerre des marques, ça concerne Marc. Point, Peut-être vraiment commencer l'émission, non? Oui. Ça fait 10 minutes là. Donc bref, qu'est-ce que tu voulais lui dire, Hugo? Voilà, alors On se croirait chez Laurent Ruquier, les gars. Il manque juste l'autre Sarraute. ce qui n'est pas une qualité, je pense. Tu deviens quoi? J'aimerais bien quelque- C'est déjà Toujours que- entre la vie et la mort. Il y a 10 ans, elle était déjà vieille. Ah, moi, toujours été vieille. Quand je pense qu'à la fin, on va finir par me dire dépêche-toi, dépêche-toi, je vais finir par te dire qu'on est en train de parler n'importe quoi. J'aimerais bien présenter mon Oui, oui, vocable, allez, c'est Non mais pas on t'écoute possible. Hugo, hein, ça fait juste 2 minutes que t'as la parole. Bah non, mais vous êtes en train de me couper. Alors, ouais, ce que dit ce livre finalement, c'est que bah il casse un peu toutes les idées reçues. Alors c'est-à-dire C'est-à-dire que bon, on se doute bien que, comme le dit le cher Renaud, que les questions des inégalités elles sont bien plus profondes que le port d'un uniforme. Certes, a priori, on pourrait penser que en enlevant tous les costumes, tous les habits laissés libres à l'imagination des enfants et des parents, si on les enlevait, on aurait plus d'égalité. Mais finalement, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que il y a juste un déplacement du phénomène. Si les enfants doivent porter la blouse, qu'est-ce qui va se passer? La blouse ou Ouais, uniforme. quelconque uniforme, peu importe. Qu'est-ce qui va se passer? La guerre des marques, dont parlait Nicole, 57 ans fromagère, elle va se déplacer sur d'autres accessoires et ça va la rendre en plus encore plus féroce, sachant que ça va jouer sur les sacs à dos, les sur trousses, les trousses, stylos de marque, exactement. ou pas de marque, Donc avec finalement, un dessin ou pas de dessin. Ça joue déjà dessus. de toute Mais manière. évidemment. non, mais ce que je veux dire, c'est que Ça va en enlever une. ça, quoi. ça se joue, mais là, vu que tu n'auras plus que ça, bah, ils vont encore mettre encore plus de sous là-dedans. Pour l'instant, c'est plus dispersé. Voilà, même, aujourd'hui, tout l'attirail, quoi. aujourd'hui, c'est voilà, comme tu dis, un attirage, c'est un ensemble. Si tu enlèves une partie, et bah, qu'est-ce qui veut, comment tu vas pouvoir te distinguer à l'école? Bah voilà, tu vas acheter la trousse, tu vas acheter le sac, et donc la question de la guerre des marques, elle va être toujours actuelle. Sauf si tu uniformises tout justement, et tu dis Oui, la liste, la même liste pour tous. voilà, finalement, il faut la règle telle, il faut la trousse tant, le sac. Et je trouverais ça pas stupide finalement de demander un uniforme et un sac. Ça serait déjà plus logique, je pense, parce que bah, ça éviterait voilà cette. Autant le faire jusqu'au bout, quoi. Ah, c'est ça. Autant le faire jusqu'au bout parce qu'on voit que finalement, ça serait une demi-mesure qui ferait que accentuer le phénomène. Et puis en outre, faut bien penser que les enfants là, bah, ils ont une vie hors de l'école. Donc la distinction par l'habit, elle se fait aussi en dehors de l'école. Donc c'est une fausse manière de régler le problème. Après, il y a la question de la discipline, bien sûr, qui est un autre enjeu là-dedans. Et apparemment, là, ça marcherait. Ça serait plutôt efficace en termes de discipline. Donc en termes de, comment on pourrait dire, de lutte contre les différences sociales, là, il n'y a pas vraiment Inégalité, d'effet. plutôt. Ouais, oui, plutôt sur les inégalités. sociales. Là, il n'y a pas d'effet. Après, sur Même les, injustice. Pardon. Pas vraiment précis. les grands mots. Mais après, bien sûr, c'est les questions de discipline qui sont très marquées aujourd'hui. On l'a vu notamment avec bon là c'est un autre cas, mais on pourrait le relier. L'enseignante qui s'est fait tuer à Albi, Oui, le dernier jour de cours la semaine dernière, le vendredi 4 juillet, il me semble. ça te fout la pêche pour les vacances. Voilà, ça, avec la remise en cause des enseignants, on en avait parlé avec Marc lors de l'émission qu'on avait été, durant laquelle on avait traité, voilà, du 20 juin, durant laquelle on avait traité de l'école. Voilà, tout ça c'est lié, donc pourquoi pas aussi remettre un peu un coup de bâton et bon, on va pas remettre le coup de règle sur les doigts comme on le faisait à l'époque, il y a bien longtemps, mais voilà, pourquoi pas remettre un peu de discipline par un uniforme qui, je le rappelle, ne réglerait pas les questions d'inégalité. Alors,
Évidemment, cette question fait débat aujourd'hui en France. On imagine, tu parlais toi-même de la guerre des marques, que derrière tout ça, il y a évidemment le lobby des marques qui empêche, j'imagine, eh bien, que cela se fasse. Imaginez si demain, effectivement, comme tu le disais à l'extrême, les habits sont les mêmes pour tous les élèves, les stylos sont les mêmes pour tous les élèves. On imagine bien qu'effectivement, ce serait une remise en cause des marques, enfin de toutes ces marques. Non, mais enfin, justement, ça ne le serait pas parce que, regarde, les étudiants, certes, ils vont porter l'uniforme 5 jours sur 7, 8 heures par jour. Ah oui, non, mais moi, Mais je parle quand même que les gens s'habilleraient beaucoup moins. Enfin, non, justement, Ah, si. mais tu m'as écouté ou pas? Mais Ouais, oui, je ouais. t'ai écouté avec attention. Excuse-moi, tous les stylos utilisés par les élèves, toutes les trousses, tout le bénéfice qui se crée au moment des vacances au mois de juillet, août, septembre sur la rentrée scolaire, si on éliminait les marques pour que tout le monde ait la même chose. Ah mais de voilà, manière mais là, uniforme, là, du coup, tu vas plus loin parce que tu parles de stylo. mais c'est ce que je disais. Voilà, Je disais si on pousse le raisonnement Ah, à l'extrême. Et d'accord. même sans le pousser à l'extrême, un enfant qui aujourd'hui va en cours 5 jours par semaine aurait beaucoup moins d'habits s'il avait un uniforme commun à tout le monde que quand il prend 7 jours sur 7 les habits qu'il souhaite. Non, c'est sûr, mais après, la guerre des marques et la recherche de la distinction par l'habit, il se fera... Il serait 2 il jours se qui fera restent. Ouais, là, il se fera les 2 jours qui restent, il se fera en Le soir, soirée, etc. il se fera aussi sur d'autres choses, comme je l'ai dit, pour les fils à coupe de cheveux ou le maquillage. On sait que ça se fait de plus en plus jeune aujourd'hui. Voilà, ça pourrait même avoir des effets pervers, comme inciter le maquillage aujourd'hui. Bon, et je pense pas que le maquillage ait besoin de ça pour être incité, mais ça pourrait l'être. Messieurs, une réaction sur ce sujet. Je pense me tourner vers Maxime notamment pour être sûr de créer un petit peu peut-être éventuellement de polémique et ensuite avoir du débat. Non, mais c'est un sujet intéressant. Mais Et, par exemple, toi, tu serais favorable ou pas? Bah, alors je vais dire plutôt, je vais dire à l'uniforme par exemple. Oui, ça, oui, je serais plutôt favorable. Même si du coup, évidemment, il y a toujours le oui et le non, j'aime pas trop. Mais disons que moi, je vois un peu la chose suivante, c'est que on a un marché tout puissant qui cherche à tout prix, dans un objectif de rentabilité, à faire en sorte que tout soit, tout puisse être marchandisé. Et que donc on voit au cours de l'histoire qu'à chaque fois ils ont fait tomber un à un, je dirais, certains boucliers, certains bastions, etc. pour vraiment, disons, conquérir tous les terrains et tous les endroits de la société, vraiment jusqu'aux endroits qui étaient jusqu'ici traditionnellement les plus sacrés. Et justement dans cette logique de faire tomber tous les boucliers, enfin, pour moi l'école, le lieu de l'école est la cible des enfants. Pour moi, enfin à mon avis, c'est une cible idéale pour eux, puisque ce sont des gens des individus qui échappent complètement en fait enfin qui sont très vulnérables, puisque sortis de leur domicile, ils sont rendus vulnérables. Il n'y a rien de plus vulnérable qu'un enfant, plus influençable, plus manipulable. Je veux dire, enfin. Donc, quand ils sont à l'école, c'est génial parce que quelque part, ils ne sont plus sous la protection de leurs parents. Et donc, en plus, le fait d'avoir abrogé ces lois, parce que ça existait par le passé, l'uniforme, même la séparation des classes, garçons, filles, etc., c'était justement en vue de... Enfin, l'objectif, c'était vraiment que les enfants, à ce moment-là, soient vraiment concentrés sur leur travail, voilà, enfin, sur leur scolarité. En faisant tomber toutes ces lois-là, ça a effectivement permis ce que vous appeliez la guerre des marques, quoi. C'est-à-dire que voilà, le marché a percé ce barrage-là et a pu s'infiltrer dans les milieux scolaires pour toucher cette cible très facile qui était les enfants. Et je pense que nous, déjà, notre génération, on peut bien se rendre compte quand on était au collège et tout, qu'elle nous a touchés aussi, quoi. On était les plus gros clients des marques Nike, Adidas, machin, Puma et compagnie. La honte à celui qui n'avait pas la paire de godasses. Puis quand je parlais de manipulation, on regardait à quel point on était manipulable aussi, c'est de se dire une paire de godasses, une année c'était la mode, l'année d'après c'était ringard, puis 2 ans après c'était re à la mode, quoi. Ça, tu fais n'importe, tu fais ce que tu nous faisais faire ce que tu voulais, quoi. Mais d'ailleurs, on peut même faire une petite parenthèse sur les gens de manière générale, parce que il n'y a pas que les enfants qui sont victimes de la mode. La mode, pour moi, c'est un marqueur très éloquent de la manipulation des masses. Quand tu arrives à faire gober à des gens qu'un truc c'est bien un jour, qu'après c'est de la merde, et puis 20 ans après c'est vintage, tiens encore un mot en anglais, c'est que tu peux faire ce que tu veux des gens, quoi. Tu les as comme tu veux. Donc c'est très visible pour la mode, mais il faut dire que ça peut être pareil pour la politique, par exemple. Bon.
Mais du coup, voilà, pour revenir à l'école, c'est sûr que remettre l'uniforme, ça va pas enrayer les inégalités sociales, on s'attaque pas au problème, à la cause vraiment des problèmes. Mais disons que ça pourrait quand même être une claque qu'on met au marché, quoi. Ça pourrait être une claque dans un premier temps, parce que j'ai envie de dire, même maintenant la famille, si tu veux, qui jusqu'ici était quand même protectrice pardon, des enfants, cette institution est de plus en plus vulnérable elle-même, et puis de plus en plus les parents sont eux-mêmes des anciens enfants qui ont été manipulés, tu vois. Donc ce qui fait que c'est comme si la société était de toute façon maintenant un peu contaminée, et que ça prendrait un temps, et ça prendrait beaucoup de temps pour que les mentalités, je veux dire, renouent avec une certaine raison, quoi. Mais dans un premier temps, ouais, c'est pour ça que je suis plutôt pour. Ça peut être intéressant. Ça ferait chier en tout cas ces marques-là. Mais vous verrez que du coup, ça ne se fera pas. C'est un peu le postulat que je fais. C'est, à mon avis, ça ne se fera pas. Parce qu'étant donné que ce sont ces marques-là, justement, qui détiennent plus de pouvoir que les politiques eux-mêmes, ce sont elles qui, au final, auront le dernier mot, quoi. Et à mon avis, c'est pas leur intérêt. Quand tu vois le fric qu'elles gagnent grâce aux élèves, voilà. Quand je t'entends parler de vulnérabilité, on se demande pourquoi Alain Soral ne crée pas son école privée, a priori, puisqu'il Mais pourrait via Farida donner Belgoul les conseils non, mais via Farida Belgoul, c'est ce qu'ils font. Là, Farida Belgoul et ce mouvement, la DGRE, sont en train de réfléchir à la possibilité de créer leur propre. Ça, c'est toujours cette idée de contourner le réseau officiel pour se démerder tout seul dans son coin. On ne compte plus sur ces gens-là, on va se débrouiller par nous-mêmes. Marc, Vincent, une réaction? Oui, une petite réaction. Enfin, pour répondre directement à la question pour ou contre, moi je suis plutôt contre, parce que je pense que ça fait... Bon, bien sûr, il y a la question économique, mais je pense que ça fait surtout partie de la personnalité. Du souvenir que j'en ai, moi, par rapport à ce que j'ai connu, c'était surtout au collège qu'il y avait ce que tu parlais, justement, cette confiance des marques. Et des lycées que j'ai connus, il y en avait beaucoup moins, c'était plus ouvert, les gens étaient plus respectueux des délires. 12-13 ans, ouais, c'est la catégorie d'âge la plus touchée. Et puis certes, tu parles des élèves comme des consommateurs, mais à 12-13 ans, c'est pas nous qui achetons nos propres vêtements. Derrière la naïveté de l'enfant, on pourrait dire, c'est surtout le parent qui est visé, enfin la faiblesse du parent qui est visée. La faiblesse ou la non-faiblesse finalement. Et voilà, exactement. Et donc ce serait plutôt là où on pourrait faire des remarques justement. Et je suis pas sûr, regarde, quand tu regardes, c'est en Angleterre, c'est l'exemple type où tout le monde est en uniforme. Et c'est quand même connu pour être un pays très à la mode, où justement il y a une grande diversité d'habits et tout ça. Donc je sais pas s'ils en parlent dans ton livre, vu qu'il est en anglais, mais est-ce que le modèle anglais a vraiment changé les choses? En tout cas... Alors, peut-être une réponse de Hugo. Ouais, petite précision, le livre est canadien, du coup, mais au Canada c'est la même chose, les élèves sont en uniforme, tout comme dans pas mal de pays anglo-saxons finalement. Ouais, comme Wales. Ouais, c'est Afrique du Sud, je crois que c'est pareil. En Afrique du Sud, j'ai lu dans justement le métro qu'il y a même, je crois que c'est en Afrique du Sud. Ouais, c'est le cas. Ouais, il y en a, et je crois que c'est au Japon où il y a même une homogénéité, une uniformisation des sacs à dos. D'accord. Donc du coup, voilà, il y a un certain degré. On écoute la réaction de Marc avant de passer au sujet suivant. J'aurais un peu de mal à me décider, je suis un peu comme Maxime, j'ai pas trop loué le nom. C'est marrant parce que vous répondez tous à une question que j'ai pas posée, mais c'est pas grave. Oui, mais Hugo l'a posée entre temps. Oui, bien sûr. Mais je viens juste de terminer un livre dont j'avais parlé à Hugo et que Maxime doit forcément connaître, qui est le livre de Kluskar, Le capitalisme de la séduction. Je viens juste de le terminer il y a 2-3 jours. Et c'est pour rebondir sur ce que Maxime disait, justement, en disant que le marché avait plus ou moins pris les consciences et les principes de distinction d'aujourd'hui depuis longtemps. Puis bon, après Kluskar explique que c'est depuis le plan Marshall où on est passé avec les États-Unis sous une domination et passé d'une société traditionnaliste à une société néo-capitaliste. Même à l'époque, il emploie ce terme de néo-capitalisme. En tout cas, on a cette formation d'un principe de distinction, c'est-à-dire que même les gestes c'est ça qui est intéressant justement. C'est que même les gestes ou les habits qui peuvent paraître entre guillemets dissidents ou entre guillemets contre-culture, en fait sont sous les lois du marché. C'est comme quelqu'un par exemple qui, là justement Hugo parle de contre-culture et dedans on parle souvent du street art ou d'autres choses comme ça, quand on fait des peintures un petit peu entre guillemets qui s'opposent dans une culture un peu underground, je sais pas comment on pourrait le dire, vraiment, en fait, ça suit les règles du marché, entre guillemets, parce que ces gens-là sont habillés d'une certaine façon, qui, en fait, sont les enfants, ont été enfantés par ce que Maxime, justement, appelait cette domination post-guerre. Donc,
Moi, je dirais que c'est vrai que ça mettrait peut-être une claque aussi à tout le monde d'avoir cet uniforme-là, mais après, c'est que reculer le problème, mais il faut peut-être commencer par un endroit avant de commencer à s'attaquer au centre, peut-être aussi. Et puis, mais là où je suis d'accord aussi avec Vincent, et il a bien dit, c'est que le principe de distinction par les marques se dissémine les âges passants, je pense. En tout cas, c'est ce que je pense aussi. Je pense qu'elle est très forte quand on a justement cette vulnérabilité dont parlait Maxime, cette vulnérabilité qui est, je pense, très forte au niveau des marques vers quand on a 8 jusqu'à peut-être 16 ans. Elle est vraiment, à mon avis, très puissante à ce niveau-là. Hugo peut-être pas d'accord, je le vois un petit peu... Ouais, bon, moi, pas non plus, vraiment. Mais je pense que dans la jeunesse, elle est bien plus puissante, en tout cas, et dans ces âges-là, que d'autres, parce que ça devient, en fait, on s'habille en fonction de ce que les autres vont penser. C'est un peu, c'est un principe de distinction, quoi. Je veux dire, et puis bon, comme je suis un peu déterministe, je vais dire qu'on fait tout par distinction aux autres ou par comparaison aux autres, etc. Donc je me dis que peut-être rétablir l'uniforme, ça serait déjà pas mal, mais je vois pas là où c'est quelque chose qui a été abrogé, de le faire revenir, on ne sait pas les conséquences que ça peut Oui, ça avoir serait non perçu plus. comme un retour en arrière. Voilà, ce serait pas accepté. C'est sûr que ce serait pas accepté. J'invente pas grand chose en disant parce que ça. justement, la société est contaminée. Mais voilà, la société est contaminée. Puis après, qui vous dit que par exemple, et là, qui vous dit que entre justement les riches et les pauvres, on va dire ça comme ça, pour adopter la posture un peu marxiste, qui vous dit qu'il y aura pas une concurrence de blouses dans la mesure où pas forcément il y aura différentes blouses parce que ce sera toujours les mêmes pour les autres ou les uniformes. Mais je sais pas, par exemple la qualité, ou même le fait de pouvoir le laver plus facilement, ou de laver. Mais il y a des trucs comme ça qui veut dire le fait que. Moi, je vois bien je pense qu'il y a aussi de ça, quoi. À ça, bon, déjà sur le truc des différentes blouses et tout, tu peux dire justement, non, enfin ceux qui feront ça, on va espérer qu'ils soient pas trop bêtes et que justement l'idée c'est qu'il n'y ait pas de distinction possible. Donc je sais pas, on pourrait dire que ça serait un budget de l'éducation nationale de faire une grosse commande à quelqu'un et puis tout le monde reçoit la même blouse, alors différentes tailles, machin. Bon, voilà, comme ça il y aurait pas de différence notoire, quoi. Mais je voulais revenir un peu parce que du coup j'en ai pas parlé dans ma première intervention là sur ce qu'on pourrait appeler le conformisme de l'anticonformisme. Ça, ce truc on fait croire finalement sous les apparences d'une espèce de résistance ou de dissidence, en fait on retombe complètement d'une manière plus subtile dans les codes de ce dont le marché avait besoin. Et ça, c'est ce qu'il y a de, enfin moi quand je vois ça, c'est ce qu'il y a de plus agaçant et c'est ce qui est tout à fait incarné aujourd'hui par le rap ou par les clips de manière générale dans cette musique où en fait on a des types qui passent leur temps à donner les apparences du rebelle, mais ils le font avec $1 américain, avec du champagne, des bagnoles, des gonzesses et avec des fringues pareil qui coûtent très cher et qui vont en plus par-dessus tout ça dire je crois ils vont parler d'islam, de trucs. C'est insupportable. Genre, ça c'est les trucs, c'est insupportable, c'est-à-dire que c'est les plus gros soumis finalement au marché comme tu disais, voilà, néo-capitaliste, ça c'est vraiment les plus gros soumis, et pourtant ils jouissent d'un prestige, injustement, ils jouissent d'un prestige de rebelle, quoi. Une domination charismatique, quoi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et donc ça, voilà, effectivement, le conformisme de l'anticonformisme, ça se retrouve aussi dans les marges, je veux dire, c'est très juteux ce marché de la. D'ailleurs, c'est ce qu'on prête souvent à Dieudonné, bon, à mon avis à tort, mais c'est vrai que je peux entendre cet argument-là. Mais aussi, du coup, je voulais revenir par rapport à. C'était quoi, ce dont vous aviez parlé? Ah oui, qu'avec l'âge aussi, on est moins soumis. Alors, c'est vrai qu'au lycée, on voit moins du Adidas et du Nike. Mais à mon avis, c'est-à-dire que c'est encore une fois régi par la mode. C'est-à-dire que c'est plus à la mode de porter du Nike ou du Adidas, mais au lycée, on va avoir des profils types qui vont se dessiner. On va avoir le hardos. On va avoir ce qu'on pourrait appeler une espèce de petite racaille qui va rester quand même sur les codes un petit peu du collège. Alors pour les filles ça va être pareil, on va avoir tout un tas de différences. La fille qui va être rebelle, elle va se teindre les cheveux en noir, elle va se faire un tatouage, elle va écouter du hard rock. Et puis on est encore dans de la consommation parce qu'elle va aller voir machin en concert, elle va acheter un album, elle va acheter un poster qui va tapisser sa chambre de poster, un truc comme ça. Elle va être elle va avoir des idoles, etc. C'est juste en fait la mode qui évolue à mon avis. D'une époque, d'un âge à un autre. Et à mon avis, même à l'université, c'est pareil. Mais ce que je trouve, et je vais prolonger là-dessus, après c'est ce dont c'est mon propre opinion, forcément. Je sais qu'Hugo, ça ne plaît pas quand on précise que c'est notre propre opinion. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant avec les forces du marché, c'est que alors qu'on a longtemps pensé que on a longtemps été contre les dominations charismatiques, je pense, ou la domination paternaliste, etc. C'est elle-même qui aujourd'hui forge des figures
et qui met en avant ces dominations un peu charismatiques en mettant des grands, voilà, en idolâtrant des gens, en faisant que des gens, des jeunes ou plus vieux, s'attachent d'une image, et justement va mettre partout son poster, s'habiller comme lui. Che Guevara, voilà, on l'avait vu avec Jacobo Macover, était le pire des enfoirés du monde. Bon, après c'est difficile de parler avec l'histoire, il y avait des contextes, etc. Je dis souvent, mais on en a fait une figure, le capitalisme, on a fait une figure aujourd'hui révolutionnaire, et en fait tous ceux qui portent un t-shirt Che Guevara aujourd'hui, ne savent pas qui il est, ne savent pas pourquoi, voilà, on sait pas. Oui, c'est la mode de la C'est comme les gens révolutionnaire, qui, quoi, c'est c'est comme ça. les gens qui dès qu'ils voient, c'est comme il y a eu, justement on est en pleine période de foot, ils avaient fait une exposition sur les maillots de foot pendant longtemps, puis il y avait dans les années 30, il y avait une exposition d'un t-shirt de l'Allemagne avec la croix gammée, historiquement cohérent, c'est-à-dire. Et alors les gens et la personne qui disait c'est terrible quand même machin avait un t-shirt de l'URSS. Le truc qu'ils ont souvent, c'est CCP, etc. Donc, vous voyez, c'est à quel point c'est incohérent. Déjà c'est dégueulasse, et puis c'est Ça incohérent. se base pas sur la connaissance. C'est bien pour ça que la mode, c'est un signe de Et c'est médiocrité pour ça et d'abrutissement Et des masses. justement, et ça résume la domination charismatique un petit peu, parce qu'on est dans sur ce de truc où- l'émotionnel, voilà, c'est pas raisonnable. Voilà. On va juste laisser Hugo répondre et ensuite on passera au sujet suivant. Non, mais quand j'entends Maxime parler et Marc aussi, je me dis que le livre leur plairait bien parce que c'est largement l'avis que donnent les auteurs là-dessus. Comme je disais, Maxime le disait, les phénomènes de mode ne touchent pas que les jeunes, ils vont bien au-delà. Et même les auteurs parlent de l'habit comme d'une communication, comme d'un langage. Donc voilà, la distinction ne s'arrête pas à l'âge de 12-13 ans, comme disait Vincent, c'était ça le seuil que tu Ouais, il donnais. dit que, ouais, Ouais, que c'est- Moi, je pense que l'ouverture la raison est la plus d'esprit, forte. ouais. l'ouverture d'esprit était plus importante après, tu vois. Voilà, mais après, c'est vrai que je pense qu'il y a une certaine vulnérabilité autour de ces âges-là, mais ça ne veut pas dire que avant et surtout après, il n'y a pas de phénomène Non, de mais il y en a. distinction. C'est-à-dire qu'en fait, Je pense qu'il y a tout deux- autant, je mais pense elle qu'on- se fait on peut- différemment. On peut peut-être distinguer deux formes de distinction. Que la première est une forme de distinction que je dirais vraiment de l'affichage, c'est-à-dire avoir vraiment les marques qui pètent Oui. quoi. Dans les allées collèges, avoir les gros t-shirts Nike, ou avoir les gros trucs comme ça. Qui après c'est plus une distinction. Je sais pas si on peut envoyer ça, mais de qualité, c'est-à-dire que ça se voit moins dans les Oui. personnes qui sont plus âgées. Là, par exemple, on n'a aucune marque qui est visible, ou il n'y a aucun truc qui peut nous permettre de dire bah oui ça c'est un truc ou non rien du tout. Donc voilà, la distinction est plus forte par justement la matérialité que alors après c'est plus la qualité, je veux dire, ou Ouais. autre chose. D'ailleurs les marques maintenant on change de marque, et les marques, enfin je veux dire à 10-15 ans on n'allait pas chez Zara, enfin bon c'est pas taillé pour nous déjà, mais même dans les nouvelles marques d'aujourd'hui, les logos sont souvent pour les âges entre guillemets plus âgés, on va dire, c'est un peu dégueulasse Oui, comme mais phrase. c'est des- Les sont pas- logos sont tout petits, limite ils n'existent pas, ils sont inexistants, mais c'est autre chose, c'est-à-dire que Ouais, mais et c'est- souvent on dit tu vois ton pull il est pas terrible, ah mais attends c'est un truc, tu vois, c'est pour ça que je pense que ça change en fonction des Oui, limite, quand tu vois l'autre, spontanément, tu vas trouver son vêtement moche. ouais voilà Il va t'afficher la marque, et du coup, c'est presque toi qui censé- vas changer ouais tu vois pour c'est ça. que ça colle. Ça s'appelle de la domination, c'est une soumission. C'est pour ça qu'à mon Elle est avis, moins visible. en fait, il faudrait faire l'effort de, quand tu choisis des fringues par exemple, de te baser vraiment sur des critères très rationnels. Voilà, la Sans marque, qualité, bah, voilà. la qualité, et puis peut-être aussi les conditions de production, parce qu'on parlait de Nike et tout ça, mais bon, il faut savoir dans quelles conditions sont. C'est là encore une fois, c'est-à-dire que quand on choisit des marques, on n'est pas du tout sur des critères rationnels, on est pas, c'est dire l'abrutissement, dire Si, on est dans des critères rationnels, c'est-à-dire on est dans des critères de prix. Faut pas... quand on achète dire le rapport qualité-prix par exemple d'un Nike ou je veux Non, dire, non, qu'on peut ah non. trouver du texte ou je sais pas Ah dire, c'est Non, mais c'est pas des ce critères que je veux dire, rationnels. c'est que toi, tu parles de conditions de production. Ouais. Si on partait là-dedans, je regardais notamment, il y avait un reportage qui était passé la dernière fois sur, je crois, Canal+. C'était un mec qui il a essayé pendant un an de n'acheter que français. Et par exemple, si tu achètes rien qu'un t-shirt français, ça va te coûter, je sais pas, voire 3-4 fois le prix d'un t-shirt que tu peux acheter chez Zara Ah, oui, ou oui, H&M. d'accord, ouais. Oui, Bah, c'est c'est pas ça la aussi. même. En termes de Pas le même rationalité, standing. c'est ça aussi. C'est sûr que c'est pas les mêmes économies d'échelle, Voilà. c'est sûr. Non, oui, voilà, c'est ça. C'est Maintenant, le temps d'acheter 10, tu peux t'en acheter un. C'est comme l'histoire de la paire de godasses ou des trucs comme ça que tu fais faire vraiment par un cordonnier ou bah oui, ce mais là, genre tu de choses. achèteras une pour le prix de 7.
Ouais, Voilà. ouais, Et c'est faut- toujours le Quand je débat. parlais des conditions de c'est production, toujours- c'était ça marche, plutôt ça. moral, c'est-à-dire qu'on fait travailler des gosses ou des choses comme ça. C'était plutôt- c'était C'est plutôt- toujours évidemment le débat entre la grande échelle, la petite échelle aussi de production et ce genre de choses qui mettent aussi en lien avec la qualité. On a bien compris vos arguments, messieurs, sur ce sujet. On a un gros sujet, certainement, vous connaissant, qui arrive derrière. Marc, tu vas également co-présenter un petit peu cette partie, étant un petit peu plus calé que moi en tout cas sur le sujet et sur l'actualité que tu as peut-être suivi justement sur ce qui se passe en ce moment. Effectivement, on parle d'Israël. Alors il se trouve qu'Israël, si je ne dis pas de bêtises, parce que je n'ai pas tout suivi, mais c'était le sujet de mémoire, c'est ça, de Vincent. C'est ça, c'était la politique israélienne, ouais, la place de la religion dans la politique israélienne. Voilà, et donc vous n'êtes pas sans savoir effectivement qu'en ce moment il y a une actualité un peu brûlante sur le sujet. Israël-Gaza, c'est toujours un peu, toujours un peu la même chose finalement. Et donc on va bien sûr revenir sur ce sujet avec vous, messieurs. Peut-être Marc, pour introduire ce sujet, quelques éléments factuels sur ce qui se passe en ce moment. Oui, alors pour aller très vite, bon, on suit tous l'actualité. Voilà, donc on est parti justement de l'assassinat des 3 jeunes Israéliens, puis après il y a un effet de réponse organisé par ce qui peut dépendre ou non de la Palestine. On peut en débattre ou non. En tout cas, des groupements qui peuvent ou pas appartenir à la Palestine. En tout cas, un jeu qu'on connaît depuis justement les années de post-guerre, d'attaque et de réponse, d'attaque et de réponse, d'attaque et de réponse, un conflit insoluble. C'est d'ailleurs toujours assez intéressant quand on voit les journalistes qui se disent oh là là, nouveau drame, etc. Enfin, c'est toujours l'étonnement. Enfin, c'est peut-être aussi un jeu dans lequel ils sont conscients d'être, j'espère pour eux du moins. Voilà, des spécialistes qui nous disent qui ne font que décrire en fait la situation. Qui font de l'actualité sur des choses qu'ils n'expliquent même pas. On remonte jamais historiquement au centre, au nœud causal du problème. Donc moi, pour avoir un petit peu étudié, comme d'autres, voilà, ça a été un territoire où certes on a eu les 4 crises majeures de post-guerre, de 56, de 67 et après de 73, mais depuis 73 et après la crise du Kippour, c'est bien évidemment pas la fin des problèmes, ça a toujours continué. Israël, on en parlait déjà moins dans les années 2000, mais il y a eu la guerre qui a été menée contre le Liban avec les roquettes qui sont parties directement d'Israël, enfin qui ont été attaquées sur le sud du Liban pour des raisons historiques un petit peu, enfin en tout cas qui sont légitimes pour Israël en tout cas avec les territoires palestiniens. Donc une attaque continuelle en fait qui ne fait que Israël se légitime justement en ayant aussi des opposants. Donc c'est un contexte un petit peu particulier. Et après la question centrale c'est de savoir si ou non les juifs d'Israël sont les juifs de la diaspora. C'est pour ça que j'aurais dû le ramener, je l'avais pris avec moi, je l'ai pas pris, mais je conseille le livre de Jacob Talmon, Jacob machin Talmon, qui s'appelle Le Destin d'Israël, qui est sorti en 57 ou 67, je sais plus, sur les éditions Liberté d'Esprit dirigées par Raymond Aron, qui justement distingue bien ce peuple juif qui est en fait un peuple de diaspora, et le fait que, et Adé il dit ça déjà juste après la guerre en disant où est la légitimité d'Israël et Talmon est un juif, pour préciser, et où est-ce qu'on peut trouver la légitimité d'Israël dans la mesure où la diaspora qui s'est formée, la diaspora juive, ne va pas vers Israël. C'est un petit peu le postulat enfin pas que le postulat, mais une grande question qui pose dans cet ouvrage-là. Il y a la question quand on parle d'Israël sur de droit, on dit que c'est la seule démocratie au Proche-Orient, au Moyen-Orient, ou tout ce que vous voulez, vous appelez ça comme ça. Donc, est-ce qu'Israël est une démocratie Bon, on va en débattre. Parce qu'à Vincent il y a une place de la religion qui est forte. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait distinguer judaïte et juif. Après, encore une fois, on peut en débattre, mais un conflit insoluble dans une rivalité qui, en fait, permet à Israël totalement de se légitimer. Et puis Benjamin Netanyahou, en tout cas, qui a bien dit. Et on a d'ailleurs vu le soutien d'Hollande à Benjamin Netanyahou dans un communiqué d'aujourd'hui, je crois, ou hier. Hier soir, voilà, qui soutient totalement et qui comprend les attaques menées par les raids israéliens. Donc, on voit vraiment un soutien, je dirais presque quasi total de l'Occident qui se prétend à la pointe de la modernité politique. Donc, les soutiens d'Israël sont multiples, notamment en premier lieu les États-Unis, bien évidemment.
Israël aussi, qui est très intéressant, et je vais en terminer là-dessus, qui est tragique pour justement véritablement les victimes de l'Holocauste hitlérien, qui n'arrête pas de faire passer le destin de la diaspora juive qui a subi l'Holocauste hitlérien, qui se légitime d'une diaspora pour créer un État, et ces juifs de la diaspora sont toujours dans le monde entier, alors que justement les sionistes sont sur un territoire. Il y a toujours, et on en revient justement, la boucle est bouclée à ce questionnement de Talmon, qui est de dire où est la légitimité si ceux qui ont souffert ne vont pas vers les terres, ou en majorité ne vont pas vers la terre promise, et cette terre de Jérusalem qui est le symbole. Et il y a tout un... Et c'est là où justement on va pouvoir laisser la parole à Vincent. C'est que Israël, aujourd'hui, il y a une place de la religion qui est forte, dans la mesure où on pense que, et ça j'avais fait une chronique sur Jérusalem dans le Coran de Sheikh Imam Hossein, qui disait que genre le 3e conflit mondial qui aura lieu justement en Terre Sainte, enfin voilà, en tout cas la Terre promise. Et le jour où il y aura cette guerre, il y aura le Messie qui sortira par une porte ouest de Jérusalem-Est, et qui s'en sera apporté la lumière. Donc il y a quand même quelque chose de très mystique là-dedans, pour encore une fois un Occident qui est totalement en soutien d'Israël et qui se prétend laïque. Enfin, il y a quand même beaucoup d'incohérences. C'est la limite des démocraties occidentales qui se présentent, oui, comme tu dis, laïques. Et on voit où là, c'est vraiment un jeu... d'une part géopolitique au Moyen-Orient, et d'autre part historique, avec les conséquences de la Shoah. Donc ça t'a soulevé énormément de questions. Tu as parlé de la diaspora, donc je vais partir sur un sujet, on verra. Au niveau de la diaspora, tu as parlé de la légitimité, ça je suis assez d'accord. Après, il ne faut pas oublier que le sionisme, c'est un mouvement politique qui a émergé dans le cadre des États-nations au XIXe siècle. Donc c'est pareil que les États-nations dont on parle en Europe à ce moment-là, qui partent sur les critères de la race. Où est la légitimité même à la base, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, c'est quelqu'un qui lance ce projet, qui a sa propre idée. Donc la légitimité, c'est sûr qu'on pourra toujours revenir dessus. Au niveau de la diaspora, ça varie vraiment, de l'immigration de la diaspora, ça varie vraiment en fonction des périodes. Il y a au moment de la création de l'État, il y a eu une forte immigration des survivants des camps de la mort. Il y a eu aussi beaucoup des pays arabes, avec notamment l'influence du Shin Bet, des services secrets israéliens. Il y a pas mal de livres qui sont sortis là-dessus, qui sont intéressants, de montrer notamment dans le cas du Maroc comment les services secrets ont essayé d'attirer des populations qui ne voulaient finalement pas venir au début, puisqu'elles étaient bien intégrées dans leur pays. Puisque, je sais pas, par exemple, durant l'Empire ottoman, les Juifs et les Arabes coexistaient pacifiquement et sur une très bonne entente. Et on a dans le cas de l'Andalousie, trucs comme ça, l'exemple d'entente durant plusieurs siècles. Donc ça, au niveau de la diaspora, oui, de l'immigration, ça dépend vraiment des des décennies. Par exemple, à la fin de l'URSS, on a une très importante diaspora russe qui est venue, c'est quasiment 1 million de personnes, je crois, si je me rappelle les chiffres, et qui a un poids très important aujourd'hui, parce que par exemple, Avigdor Lieberman, qui est le ministre des Affaires étrangères, et qui est le leader du mouvement d'extrême droite, en est issu. Donc un poids politique. On voit vraiment qu'en fonction, c'est un jeune État, faut pas oublier, donc l'histoire est très coupée, et en fonction des décennies, ça varie énormément. Ensuite, pour en revenir au niveau plus politique, tu demandais si Israël était vraiment une démocratie ou pas. À ce niveau-là, oui. En tout cas, de ce que j'en ai vu par les bouquins et que j'essaie de montrer dans mon mémoire, c'est que c'est vraiment une démocratie parlementaire extrême, on pourrait dire, dans le sens où le seuil de qualification des députés est le plus faible du monde, avec 2%. Donc, et justement, c'est ce qui leur pose énormément de problèmes, avec une logique de coalition qui ne tient jamais. Avec beaucoup de premiers ministres qui changent, mais exactement une place de la religion qui est très importante, puisque ce n'est pas un État laïque, c'est un État séculaire, dans le sens où la religion n'intervient pas au niveau politique, mais elle est très... disons que le rabbinat n'a pas de poids politique, directement ne prend pas de décision, mais les politiques s'inspirent de la religion, directement dans la doctrine de l'État, et même par exemple par rapport à la colonisation, puisque le facteur premier de la colonisation, l'élément qu'on rappelle le plus, c'est l'idéal du grand Israël, Israël biblique. Donc voilà, j'ai essayé, si certains d'autres veulent enchaîner, parce que là on passe beaucoup de questions. Je pense que Maxime a je sais quelques pas, éléments à j'ai écouté ajouter. attentivement et tout, là, tout ce qui est dit. C'est vrai qu'il y a des choses qui me parlent. J'apprends des choses aussi. Bon,
Après, je sais pas, est-ce qu'il y a une question en particulier Ouais, faut ça, parce faut que- qu'on parte sur une question. ouais, parce que là, sinon, on va partir dans tous les mais sens. c'est Marc qui va poser, qui va poser la question. J'ai vu effectivement donc que Vincent a complété le propos que Marc a énoncé, effectivement, et donc Marc, Bah, une question très vague. Alors, comment peut-on affirmer ou infirmer la légitimité d'Israël aujourd'hui et en n'oubliant pas justement, et c'est la doctrine enfin, la thèse de Shlomo Sand, que les Juifs qui sont aujourd'hui là-bas ont été aussi endoctrinés, enfin depuis genre, justement cet âge malléable que tu disais, l'enfance, voilà ce déterminisme qui fait qu'aujourd'hui, donc, peut-on penser aujourd'hui plutôt le post-sionisme justement sur ce que, Non, c'est vrai que c'est Shlomo un Sand sujet, dit. ouais, du coup, je vois un peu comment. Enfin, c'est un sujet qui est compliqué parce que, effectivement, on mêle différentes lectures, à la fois politiques, géopolitiques, théologiques, historiques, machin. Et il y a beaucoup d'ambiguïté en fait derrière tout ça. Et c'est un peu ça que je trouve malsain en fait par rapport à Israël. Parce que on dit que c'est un État juif qui est né, enfin qui légitime, voilà, pour parler de légitimité, euh, on a légitimé la création de l'État d'Israël en 48, hein, si je ne me trompe pas, suite à la Seconde Guerre mondiale, à la Shoah, et puis cette histoire d'exil en permanence, de persécution. Donc en fait, on dit on va enfin créer un État juif dans lequel les juifs seront chez eux, etc. Ils seront plus chassés, ils auront le droit d'exister. Bon, en gros, un État qui défend les juifs, la communauté juive. En même Ou temps, le peuple juif même, c'est plutôt ça qui ouais, le qu'on peuple défend, c'est ça juif, qui défend. comme si c'est un peu comme les musulmans quand les musulmans parlent de Oumma, quoi. C'est Oui, voilà, comme c'est si c'est donc ça, alors qu'on sait que c'est composite et donc c'est un peu plus compliqué. Et d'un côté, voilà, alors on se dit que c'est dans les intérêts des juifs, mais voilà, vous rappeliez déjà vous-même qu'il y a des juifs finalement qu'on a presque contraints à venir en terre d'Israël. T'as parlé des Marocains, je connaissais pas ce cas-là. Moi, je connaissais plus le cas justement des Russes. Là, il y a le bouquin de Marion Sigaud, Juifs errants en terre promise. Ce sont des gens qu'on a fait venir et tout, en leur expliquant que ça allait être génial. Et puis en fait, ça n'a pas été à ce point. Enfin, je renvoie à ce bouquin. Et, et on se dit, ben, est-ce que finalement, c'est pas plutôt qu'il y a des gens qui organisent ça, c'est dans un but politique et qui instrumentalisent aussi des juifs? Est-ce que c'est pas des juifs aussi qui instrumentalisent d'autres juifs? Bien sûr. Moi, je pose cette question-là. Bon, en fait, à mon avis, non. Enfin, j'ai la réponse, c'est que oui, évidemment que, comme en France, on a des lobby sionistes qui instrumentalisent des juifs français, ce qu'on pourrait appeler des juifs du quotidien, à se ranger dans, voilà, le sionisme, pour expliquer que le sionisme et le judaïsme, c'est la même chose, en essayant en permanence de faire cet amalgame-là. J'apprends aussi, enfin ça fait un certain temps maintenant, qu'il y a des juives éthiopiennes, donc des juives noires, les falachas, on appelle ça les falachas. Donc ce sont des juifs qui sont de couleur noire, ça existe. Et donc ce sont des juifs qui, comme tout juif, voilà, veut faire son alia, veut rejoindre la terre promise d'Israël, sauf qu'on les accueille là-bas en leur expliquant qu'il va falloir qu'elles prennent des pilules contraceptives définitives, quoi. Comme s'il ne fallait pas que leur race se développe en Israël. Enfin, je veux dire, et ça a été reconnu d'ailleurs par les autorités israéliennes, etc. Donc c'est un peuple qui se dit aussi, enfin c'est pas le peuple, je veux dire, mais ceux qui sont les instigateurs, disons, les sionistes, voilà, les sionistes, on va dire, nous expliquent que c'est voilà, en réponse à comment on pourrait dire ça, les monstruosités de la Seconde Guerre mondiale, les monstruosités qu'ont subi les Juifs dans l'histoire, mais qu'est-ce qu'ils font aussi au peuple palestinien. On parle de démocratie, puis quand on parle de démocratie, en fait, c'est plus une caution morale qu'un système politique. En fait, quand on dit démocratie, en fait, on veut dire c'est le bien. C'est le bien, on s'en fout finalement de savoir combien il y a d'élections, savoir est-ce qu'il y a un parlement ou pas. Enfin, c'est plutôt dire voilà, c'est moderne et voilà, on n'abat pas les femmes à coups de pierre, etc. Il y a toujours d'ailleurs une espèce d'ambiguïté un peu islamophobe aussi, je trouve, derrière, et un peu anti-traditionnelle d'ailleurs de manière générale. Pour dire la démocratie c'est le bien, c'est la modernité contre les temps anciens. Ça date en plus, enfin, c'est de la guerre en Irak avec justement les Américains, la démocratie contre les voilà, dictateurs. c'est ça, c'est toujours cet argument qu'on met en place, et puis bon, maintenant je pense qu'on a un peu de recul pour savoir que la démocratie, bon, ça va à un moment, quoi. Et surtout, donc, ce n'est pas le fait d'être une démocratie n'empêche pas de commettre des meurtres. Je veux dire, il y avait une belle expression, je sais plus, qui disait que justement une démocratie, enfin, une bombe lâchée par une démocratie sera tout aussi violente qu'une bombe lâchée par c'est comme l'histoire des guerres propres, tout ça, bon, c'est d'ailleurs un terme israélien, lancé par les élites israéliennes. Bon, puis la démocratie, le bien, je veux dire, bon, moi quand je reviens même sur les origines, la fondation de l'État d'Israël, je veux dire, pour moi c'est une histoire de colonisation. C'est
Est-ce que c'est en cohérence avec les valeurs, la démocratie, de la modernité telle qu'elle est promue en permanence par nos élites? Justement, Je suis pas convaincu. comme on extrapole, justement, et là Maxime a raison, comme on extrapole le terme démocratie, c'est vrai que Vincent a raison, disons c'est une démocratie parce qu'il y a des élections, au sens stricto sensu. Oui, Si on va mais plus bon, loin, voilà, après, démocratique, ce qu'on entend derrière démocratie, c'est modernité, c'est liberté, c'est peace and c'est love, le enfin, entre bien, guillemets, c'est bien, quoi. c'est voilà, vous allez bien, c'est vous voyez le film américain, enfin je veux dire, c'est voilà, on vit avec le chien, la bagnole, enfin c'est pour moi c'est ça qu'il y a derrière la démocratie quoi. Et puis c'est la garde des marques aussi, enfin c'est le bon, mais ça on dira pas que c'est mal. Et enfin, moi j'ai bien aimé ce que tu as soulevé au niveau de la légitimité, c'était intéressant notamment la légitimité des juifs par les juifs, parce que quand on parle de juifs, quand on demande à quelqu'un ce qu'il entend, enfin, quand on lui dit juif, il pense à quoi? Le premier élément de caractéristique, c'est l'État d'Israël. C'est Ouais. directement ça. Et puis, Alors et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, enfin, peut-être que Maxime allait le dire, donc je pense que je vais pas couper la parole, mais il faut rappeler aussi l'opposition entre Ashkénaz et séfarade, qui a été très puissante justement durant la révolution d'octobre. C'est peut-être à ça que tu faisais référence tout à l'heure, Maxime, où on a fait venir des Ashkénazes et les séfarades qui étaient sur la terre, ce qui n'était pas encore Israël, ont dû déguerpir, quoi, totalement. Donc il y a quand même eu cette rivalité très importante entre Ashkénazes, donc l'Europe de l'Est, enfin les Juifs d'Europe de l'Est et les séfarades, on va dire les Juifs méditerranéens, pour aller très vite, voilà, du Maghreb. Une opposition qui est très forte. Et aujourd'hui, et justement, ce que vous appelez justement la domination des Juifs par les Juifs, moi je dirais une domination de Juda, entre guillemets, sur les Juifs, entre guillemets. Dans le sens où, là je vais prendre des références, c'est des références un peu historiques, mais à l'époque, je l'avais déjà dit, dans l'ancienne Palestine, à l'époque de Babylone, il y avait la tribu de Juda et autour, les petits peuples d'Israël, ce qu'on appelle les petits peuples d'Israël. C'est pour ça que d'ailleurs ce nom est venu aujourd'hui. C'est pour ça qu'on appelait Israël, parce qu'à l'époque, le petit peuple d'Israël, c'était les seuls qui avaient une religion universelle autour des 9 territoires qui étaient dans l'ancienne Palestine. Et c'est profondément malsain aujourd'hui d'appeler Israël, dans le sens où ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, les sionistes, sont, entre guillemets, les descendants directs de la tribu de Juda. Et donc quand je dis judaïte et juif, ça tend à dire, entre guillemets, sioniste, cette domination justement sur les juifs. Sioniste, Non mais il y a une puissante domination. il faudrait un peu, c'est-à-dire que le vocabulaire a même connu des déviances, tout ça, parce que c'est plus facile après de faire passer une version. C'est comme l'histoire des sémites, quoi. C'est-à-dire quand t'es antisémite, bon, bah, dans les sémites, il y a aussi des musulmans. Et, enfin, c'est des choses, voilà. Et puis il y a des juifs qui sont pas sémites, quoi. Les juifs, pour le coup, les juifs ashkénazes, ils ont rien à voir avec les peuples sémites, quoi. Mais c'est bon, ça permet, si tu veux, d'établir une version cohérente. C'est-à-dire que quand la version, elle est mensongère, elle est pas cohérente lorsque tu la regardes et que tu essaies tu vois, de voir le vrai, quoi. Donc il faut en fait tronquer la vérité pour que, si tu veux, ça colle au mensonge. Simplification à outrance. Voilà, oui, quand tu parles des sémites, j'avais essayé de regarder justement un peu ça dans mon mémoire, c'est de faire le lien entre un État qui est tout jeune et un lien historique avec des royaumes qui ont été là il y a 2 ou 3 000 ans, histoire de légitimiter l'existence de l'État. Donc on va faire appel aux ancêtres, les sémites, les hébreux même, pour justement montrer, pour faire un lien et sauter cette époque de l'exil. Ouais, et puis en plus, juste pour terminer là-dessus, sur le côté démocratie moderne, voilà, disons que c'est moderne, c'est un État moderne, etc., entouré de pays où on massacre les femmes et les hérétiques et je sais pas quoi, et les homosexuels et compagnie. C'est aussi que beaucoup de sionistes aussi légitiment l'État d'Israël sur des critères religieux, théologiques, qui donc en priori n'ont rien à voir avec la modernité laïque, où on a mis le religieux au second plan dans la sphère privée, quoi. Donc encore une fois, ça n'est pas cohérent. Et puis quand bien même on considérerait cet élément religieux, il faut aussi rappeler qu'il y a beaucoup de juifs et même de rabbins qui sont antisionistes. Je pense par exemple au mouvement des Naturé et Carta. Ce sont des rabbins qui siègent aux côtés presque qui siégeaient aux côtés d'Ahmadinejad, etc., qui étaient d'accord avec la politique étrangère de l'Iran vis-à-vis d'Israël, en expliquant que quand on parle religion, normalement le peuple juif est contraint à l'exil, c'est une punition divine, et qu'il doit attendre un certain nombre d'éléments pour qu'il puisse réinvestir la terre d'Israël. Je crois que c'est la reconstruction du temple de Salomon, l'arrivée du Messie, et voilà, et en dehors de si on n'est pas dans ces conditions-là, c'est une hérésie que de revenir sur Israël, en plus de soumettre un autre peuple, de se créer en État, d'avoir son armée, etc. Enfin, ce sont des rabbins en fait qui sont choqués et qui pensent finalement que le sionisme
c'est de l'antisémitisme, enfin ça serait de l'anti-judaïsme authentique quoi. Quand aujourd'hui on a au contraire nous nos élites qui nous expliquent que le sionisme, enfin que les antisionistes ce seraient des antisémites qui se cachent derrière, voilà. Donc voilà, plein d'ambiguïtés, plein de choses. On sent qu'il y a quelque chose de sensible parce qu'il y a beaucoup de nœuds quoi. Et cette ambiguïté, elle part même de la base du sionisme, qui est le fait que ces penseurs-là utilisent le judaïsme non pas comme une religion, mais comme quelque chose de laïque, comme une affiliation biologique en fait. Oui, C'est ça où tout le monde. Voilà, c'est ça. d'un peu Donc, en fait, tribal, vous êtes juif, comme vous pourrez être, par exemple, je sais pas, français. À cette époque-là, c'était la théorie des races, la race russe, la race slave, je sais pas. Donc c'est là-dessus que les gens s'opposent et que les débats font moins rage, on pourrait dire aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une sorte de consensus, notamment de la part des ultra-orthodoxes juifs, tu parles de cela, mais qui sont quand même moins importants qu'à la création de l'État d'Israël, puisqu'il y en a beaucoup qui sont dans Israël. Maintenant, ils ont un parti politique, le parti Chasse, qui est le parti religieux, et ont beaucoup adhéré à cette idée. Mais c'est vrai que, en ce qui concerne Israël, en fait, à chaque fois qu'on touche un point, il y a toujours une ambiguïté, parce que personne n'est d'accord sur la définition, et même, justement, ça part d'un mouvement politique qui a construit sa propre pensée à partir de certains éléments, et donc on peut forcément revenir dessus, même à la base. Mais comme tu l'as dit, c'est des éléments qui sont religieux, donc à partir de là, ça part sur la croyance, donc c'est tout à fait personnel et c'est tout à fait subjectif. C'est là que tu l'interprètes à ta façon. Après, c'est utilisé politiquement. C'est Marc qui avait parlé de Shlomo Sand tout à l'heure. Shlomo Sand, il le montre, qu'il y a une espèce de mythologie. De toute façon, c'est une mythologie qui est propre à tous les États-nations. Quand tu crées un État-nation, qu'est-ce que tu fais? Tu dois trouver une structure commune. La structure commune, c'est pas seulement une langue, une espèce de race, c'est aussi une histoire commune. Voilà, l'histoire, tout le monde, la France aussi a son histoire falsifiée. On a ça avec les Gaulois, par exemple. Voilà, les Gaulois, c'est de la falsification. On l'utilise, voilà, entre les Gaulois, on voit qu'en réalité, l'affiliation n'est pas aussi directe. Et Pas du tout. non, mais voilà. Et là c'est pareil, comme le montre, je sais plus c'est dans quel bouquin, mais Shlomo Sand le montre. À un moment, il dit voilà, on invente une histoire de toutes pièces, on met des éléments qui ont pas trop de cohérence entre eux, on les met ensemble et puis ça trace un fil qui arrive jusqu'à 1948 et puis. Et du coup c'est bon, on est bon. C'est que je disais, le sionisme part d'un point de vue laïque et non religieux, mais pour se justifier, il prend les éléments à la base même de la religion juive, le temple, Salomon, les royaumes de David. Donc c'est assez. Voilà. Et puis après, de toute façon, quand on va chercher très loin l'histoire antique, ça va être de l'histoire forcément religieuse, parce que les sources, elles sont religieuses. Donc voilà, c'est comme ça que ça a été transmis. Donc, et on sait que l'histoire, entre guillemets, religieuse, elle ne sera pas véridique. Elle sera de toute façon on peut directement remettre en cause, je sais pas, le Talmud. Oui, voilà, c'est le ça. Premier Testament, enfin l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est après. Après, c'est si deux textes de la même époque traitent différemment de la même chose, c'est la preuve que aussi il y a une part de mensonge ou d'interprétation, c'est ça aussi. Et puis aujourd'hui, on réinterprète les choses à sa manière. Ouais, c'est ça aussi. La religion, après qu'elle soit. Chacun a son interprétation de la chose, ce qui fait qu'aujourd'hui, des deux côtés de la frontière ou du mur, on n'aura pas la même interprétation des textes. Ce que aussi, sur l'histoire et sur la légitimité, bien évidemment, il y a des fondements entre guillemets modernes, la démocratie, puis des fondements aussi très basés sur des principes religieux, non laïques du coup. Mais ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que j'ai un peu rebondi là-dessus, c'est que c'est complètement antinomique avec tout ce qui est défendu par l'Occident et qui pourtant nous offre cette terre comme la terre qu'il faut défendre, etc. On a une démocratie, oui, on n'a pas des libertés non plus. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi ce que Maxime a rappelé, justement, les juifs orthodoxes qui, eux, ont dit que les sionistes ont pris l'étoile, entre guillemets, juive, justement, pour référence à la Shoah, pour faire un projet politique. Ils ont pris le Talmud pour faire un projet politique ou faire autre chose que ça. Et aujourd'hui, il y a un principe, je pense que ça qui est fondamental, c'est basé sur une mémoire. Et justement, en parlant de mémoire et non pas d'histoire, on comprend pourquoi Israël justement décrit, en fait, participe de ce contexte que vous avez tous rappelé, qui est le principe, parce que la mémoire est toujours maîtresse de fausseté. Si on crée une mémoire collective,
en créant une mémoire collective par exemple, le temple qu'on va remettre, qu'on va faire renaître de ses cendres. Il y a aussi ce qu'ils veulent, ils veulent reconstruire des choses. Ils veulent en fait, ils veulent complètement mémoiriser, je sais pas comment on pourrait dire ça, tous les lieux en fait de cette terre promise. Ce que je Et crois, ouais, c'est qu'en fait, ils sont en train de... c'est-à-dire qu'à la religion authentique du judaïsme traditionnel est en train de se substituer une nouvelle religion, ce serait la religion du sionisme, quoi. Et que les deux n'étant pas compatibles, il faut, si tu veux, que voilà, l'une prenne le pas sur l'autre. Et on assiste un peu, je crois, au combat, même si bon, le combat est déjà quasiment gagné. Et on voit en fait effectivement qu'on cherche à sacraliser tout un tas de choses pour justement justifier la légitimité d'Israël d'exister, malgré justement tous ces travers. Je rappelais les falachas, je rappelais voilà l'incohérence quand on prétend vouloir incarner une démocratie moderne, etc., mais baser quand même sa légitimité sur un fondement religieux. Bon, et puis dire on est légitime aussi par rapport aux persécutions plurimillénaires, etc., mais que fait-on aussi aux Palestiniens, c'est-à-dire sinon de la colonisation, c'est-à-dire que tout ça n'est pas cohérent, c'est assez malsain, et donc voilà, on essaye finalement pour, si tu veux, empêcher la lecture raisonnable des choses, essayer de sacraliser enfin, tu vois, de créer des dogmes et des mythes. Et c'est vrai que la Shoah rentre là-dedans, en ligne de compte, comme voilà, un élément complètement sacralisé, auquel effectivement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a sacralisé le truc, quiconque risque, si tu veux, de faire du hors-piste, enfin du hors-piste, c'est-à-dire simplement de soulever ce que j'ai soulevé tout à l'heure par exemple, de dire en gros tu blasphèmes, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on est finalement dans le blasphème, on n'est plus vraiment dans du débat raisonnable ou dans du débat d'idées, on est dans quelque chose d'un peu émotionnel et théologique, quoi, finalement. Donc, et peut-être justement, pour prolonger, peut-être que la mémoire sioniste est en train de l'emporter sur l'histoire même du judaïsme. Oui, voilà, aussi, c'est ça, sur peut-être. le judaïsme authentique. Donc moi, à mon avis, je rappelais, voilà, quand je parle des Natura Carta, ce qu'on appelle les orthodoxes, mais les orthodoxes, c'est quoi? L'orthodoxie, c'est juste la fidélité à, ça veut dire ça, quoi, étymologiquement. C'est le fait de suivre. Mais c'est vrai que c'est un truc très moderne, ça, c'est ce qu'on appelle comment on appelle ça, les libéraux, quoi, genre les rabbins libéraux. C'est-à-dire que c'est la version très moderne de la religion, c'est de dire bon voilà, ça je suis d'accord avec, mais ça j'en veux pas, puis je suis un peu d'accord avec cette religion, puis un peu avec celle-là, puis finalement je fais un mix, je fais un peu de la religion à la carte, et en dernier instant c'est moi qui choisis, c'est moi le centre, quoi. C'est très très le moi-je qui est très moderne. Et où je voulais en venir du coup avec cette oui, que finalement l'orthodoxie c'est perçu à mon avis à tort comme quelque chose d'extrémiste, quoi, finalement. Parce que normalement, traditionnellement, la religion, c'est soit tu en acceptes tous les dogmes, soit tu en acceptes aucun. Mais il y avait d'ailleurs une image, je crois, mais ça c'est dans le catholicisme, où on dit que finalement la chrétienté, c'est un peu comme je sais plus exactement l'image, mais comme un lustre, celui qui tient sur une chaîne, et tous les maillons, ce sont les dogmes de foi, quoi. Si tu retires un maillon, peu importe lequel, même si c'est un dogme mineur, je veux dire, il n'y a plus d'équilibre, quoi. Bon, c'était pour contrebalancer un petit peu cette vision de l'orthodoxie, quoi. Ce dont on parle moi aussi, c'est quand même, même si la réalité crève les yeux, c'est quand même le non-respect. Bon, je sais nous, le droit international, je m'en méfie, mais en tout cas, toutes ces notions qui sont défendues, entre guillemets, par l'Occident modernisateur, qui ne sont pas respectées, je pense aux accords d'Oslo, j'aurais pu passer aux accords de Genève aussi, qui ne sont pas respectés. Ouais. Les territoires Oui, aujourd'hui enfin, Israël aujourd'hui ne respecte pas le droit international, même les colonies qui sont du côté palestinien, c'est-à-dire qu'il y a des frontières, un mur qui va être tracé, et derrière les colonies, donc il y a un manque de respect, et on régit pas, personne ne réagit là-dessus pourtant, et c'est ça qui est un petit peu je veux dire, vu d'un Palestinien par exemple, tu te dis bon, en gros c'était un territoire de l'Empire ottoman au départ. L'Empire ottoman perd la guerre, la Première Guerre mondiale, fait partie des vaincus, ça passe sous tutelle britannique. Et je crois, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que ce sont les Britanniques qui ont autorisé, si tu veux, le mouvement sioniste à se développer justement sur la terre promise, quoi. C'est un peu déjà là, mais c'est vraiment c'est eux qui ont, c'est un peu l'officialisation, quoi. Sous le mandat, oui, que ça s'est vraiment construit le premier. Voilà. Donc et puis même en 48, au moment de la création de l'État d'Israël, ça a été fait sur la décision de l'ONU, etc., de la communauté internationale. Mais je veux dire, c'est pas les Palestiniens qui ont décidé eux-mêmes, c'est-à-dire que ce sont pas les gens qui vivaient sur cette terre-là, et puis dans les Palestiniens, il y avait aussi des Juifs, d'ailleurs, que je sache, ce ne sont pas ces gens-là qui ont décidé, qui ont été maîtres de leur propre destinée, de leur propre territoire. Donc c'est pas du tout cohérent, de toute façon, avec les valeurs
droits de l'homiste, même qui sont en permanence énoncés par nos dirigeants, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que quand on veut condamner un peu l'antisionisme, je dis déjà l'antisionisme, ça part déjà de là, quoi. C'est-à-dire de se dire, j'aurais pas aimé être palestinien à ce moment-là, où tu dis, bon, ok, t'as un des peuples qui a perdu la guerre, enfin, déjà, sans doute que t'as pas demandé, mais qui a été faite par les élites, et tu subis finalement une colonisation. C'est une nation, une tierce nation encore, enfin, qui a décidé que on allait autoriser des gens de l'extérieur à venir. Enfin, ce sont pas du tout des gens qui ont eu la maîtrise, qui ont eu leur souveraineté, voilà. Donc, quand finalement, même en étant cohérent avec des valeurs républicaines, des valeurs droits de l'homiste, etc., on se doit de toute façon d'être antisioniste. On peut pas être sioniste, sinon c'est que on est dans une imposture, dans une incohérence. Aujourd'hui, entre guillemets, je sais pas, je vais un peu faire les présentateurs à la con, mais c'est quoi la solution? Est-ce qu'il faut abroger le sionisme? Est-ce qu'on fait aussi aujourd'hui des populations qui sont sur place, qui ont toujours vécu, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, attention, mais surtout israéliennes aussi? C'est la question. C'est pour ça que c'est les questions qui tuent. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais posé à Maxime. Ouais, mais je suis très bien que je suis d'accord avec toi sur l'antisionisme, etc. Je vais répondre à ça. Parce que je vois le. Non, mais je veux dire, les populations, c'est comme le principe même du déterminisme, c'est que les populations qui sont aujourd'hui sur place ont été endoctrinées par leur gouvernement. C'est ça aussi le problème. Ouais, mais de toute façon, c'est comme la réalité. C'est exactement comme ça peut paraître hors sujet, mais en fait ça l'est pas, parce que c'est un parallèle que je fais avec la question économique. Quand on dit on fait quoi? En gros, soit on va dans le sens de la planche à billets parce qu'on n'a plus assez d'argent, mais si plus on fait de planche à billets et plus on crée de l'inflation et moins la monnaie de la valeur et plus on se casse la gueule. Mais en même temps, si on supprime les dettes, ça fait qu'il y a des gens qui se décréancient qui ne seront pas remboursés. Enfin, en fait, c'est-à-dire que on a atteint, à mon avis, un point de non-retour, que ce soit au niveau économique, que ce soit sur la question israélienne. Enfin, à mon avis, c'est mort, quoi. Je vois pas de solution, si tu veux, où ça se finit pas mal. Je suis pas insensible aussi. Tu parlais du cheikh Imran Hossein, là. Bon, même là, on part dans une lecture complètement religieuse, mais je trouve que il a une lecture intéressante parce que c'est les gens qui me bluffent un peu, ces gens-là, parce que c'est-à-dire qu'ils ont à la fois une lecture très très savante et mais en même temps très matérialiste, c'est-à-dire qu'ils sont très calés sur la politique monétaire, ils sont très calés sur les relations géopolitiques, etc. dans le monde entier, mais en même temps ils t'expliquent que tout ça c'est écrit dans le Coran, quoi, en gros. Donc si tu veux, toi t'as été à l'éducation nationale et tu vois thèse, antithèse, machin, ça sort carrément de ton logiciel de pensée, quoi, si tu veux. Mais en même temps tu dois admettre que ce qu'il dit c'est pas bête, quoi. Et donc c'est vrai que ce qu'il dit là-dessus, par rapport à parce que je te dis, sur un plan tout à fait rationnel, je vois pas de solution, si tu veux. Donc bon, partons sur un peu de théologie. C'est en gros ce qu'il explique, c'est que de toute façon, après avoir eu en gros la Pax Britannica, la Pax Americana, c'est-à-dire qu'en gros qui dirige plus ou moins le monde. Alors à un moment donné, c'était plutôt les Britanniques, en gros, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après c'est passé aux États-Unis. Puis là, ça se déporterait sur Israël, et que le projet serait donc de revenir à ce grand Israël qui irait, je crois, de l'Euphrate au Nil. Et pour ce faire, ce qu'il explique, alors c'est très très complotiste, c'est de dire que on va en fait légitimer des grandes guerres d'Israël. C'est-à-dire, il va falloir qu'Israël entre en guerre, mais que ça passe aux yeux de la communauté internationale comme quelque chose de positif, genre la légitime défense. Donc on va créer une menace contre Israël. Et c'est quoi la menace qu'on va créer contre Israël? Ça va être le dangereux musulman qui de toute façon a toujours été antisémite. Et donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il analyse, si tu veux, toute la montée ce qu'on appelle l'islamisme djihadiste, etc. Bon, enfin, c'est encore que, comme le terme antisémite, c'est des termes sur lesquels il faudrait passer une heure déjà pour rectifier. Mais c'est-à-dire qu'on voit effectivement de plus en plus s'ériger à la place des régimes comme on avait Saddam Hussein, Kadhafi, là on voit que c'est Bachar el-Assad, peut-être qu'après ça sera l'Iran, tout ça. On voit que c'était des régimes qui étaient... alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec le régime, en tout cas c'était des États qui globalement n'étaient pas endettés, qui fonctionnaient quand même relativement bien. Surtout je pense à la Libye de Kadhafi, et puis qui n'était pas non plus, c'est-à-dire c'était pas la charia qui était appliquée non plus. Pas que je sois d'ailleurs hostile ou que je sois à diaboliser la charia. J'ai compris ce que c'était. Je pense qu'il y aurait encore une fois des choses à dire là-dessus. Mais bon, c'était pas des régimes qui étaient islamistes ou islamiques, je veux dire, très poussés, quoi. Par contre, ce qu'on voit émerger de plus en plus, c'est déjà que tous ces pays sont plongés dans le chaos. Je suis pas sûr que la démocratie installée en Irak, ça ait porté vraiment ses fruits.
ni en Libye. Et on a financé des gens qui se réclament eux-mêmes d'Al-Qaïda. Chose encore curieuse, puisque d'un côté, on va leur faire la guerre, parce que ce sont eux qui sont responsables du World Trade Center, ce sont eux qui sont responsables de Mera, de machin, de toutes ces affaires qu'on a en Occident. Par contre, on les finance au Moyen-Orient, Proche-Orient, au Maghreb, etc. Alors comment ça se fait, quoi? Comment ça se fait qu'il y ait cette espèce de double éthique? Et donc en fait, ce que dit Emir Mohsen, c'est de dire c'est normal en fait qu'on fasse monter des régimes qui soient très islamisés, mais même d'un islam dévié, pour qu'en fait ça crée réellement une menace contre Israël, et que Israël finalement dise j'ai pas d'autre choix que de me défendre, et qu'à ce moment-là ça lui permettra justement d'étendre toutes ces guerres. Comme Et, elle l'a fait en Palestine. Oui, c'est-à-dire en gros, bon après sur l'histoire, c'est vrai que ça fait un peu ça, genre on profite des attaques, la contre-attaque justifie des prises de territoire. Voilà. Bon, j'irai pas plus loin après sur l'histoire du Messie et tout, je veux pas complètement perdre l'universitaire qui écoute ça. Mais bon, c'est intéressant quand même, Cheikh Emir Mohsen. Deux mots pour finir, Hugo et Vincent. Non, mais juste demander à Maxime s'il pense que ça va s'il a manié l'espèce de prophétie de Cheikh Emir Mohsen va se C'est pas la produire. prophétie de Cheikh Emir Mohsen, c'est la prophétie du Coran, enfin, pour le coup. Hein. C'est pas expliqué par Cheikh Emir Mohsen, mais c'est un petit peu ce que... J'en sais rien. C'est ce qu'il dit, enfin, c'est ce qu'il dit dans le Coran. Je sais pas parce que j'ai pas d'éducation religieuse au départ. Je sais pas, mais c'est quand même. Ah, mais est-ce que tu penses la chose plausible? Je sais pas. Je veux dire, enfin, tu veux dire là ce que je viens d'expliquer là? Oui. Ah oui, parce que même d'un point de vue géopolitique, c'est vrai que c'est quand même curieux que on va nourrir des guerriers qu'en même temps on prétend combattre. Enfin, on sent qu'il y a une espèce de manip, quoi. On sent qu'il y a une espèce de manip. Et quand on voit quels sont les acteurs qui sont derrière ça, par exemple Bernard-Henri Lévy, des gens qui sont, on le sait, complètement, je veux dire, dans la défense des intérêts d'Israël. Ce sont des gens qui vont, qui n'ont pas de problème à financer les rebelles contre Kadhafi, les rebelles contre Bachar al-Assad, etc. Alors que ces gens-là se disent eux-mêmes d'Al-Qaïda, quoi. Bon. Peut-être pour terminer, Vincent, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le contexte géopolitique global qui semble un petit peu formé de multiples tensions, est-ce que ça se ressent peut-être au plan national, au plan purement plan même d'Israël? Est-ce que ces tensions, est-ce que les gens vivent entre guillemets bien là-bas, ou c'est plutôt, peut-être que c'est une question un petit peu très large, hein, mais je veux dire, mais on a tendance à dire que c'est le lieu des confrontations, mais est-ce qu'à l'intérieur même on peut pas trouver justement entre les différences dans Jérusalem-Est ou même les autres territoires des cohabitations aujourd'hui? Il y a d'ailleurs un bouquin qui est assez marrant, je sais plus, enfin c'est une espèce de BD dessiné d'un mec qui était parti là-bas, je crois que c'était Jérusalem, je sais plus, je trouverai la référence, je vous la mettrai, c'est assez intéressant. Justement, il y avait des comment dirais-je, des relations entre Israéliens et entre Palestiniens, ou enfin non conflictuels ou non tribaux, quoi, forcément. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ça qui est difficile à comprendre peut-être avec Israël. C'est d'un côté on a ceux qui disent oui, c'est la seule démocratie là-bas, d'autres qui vont vous dire mais non, mais regardez ce qu'ils font aux Palestiniens, c'est terrible, etc. Mais les gens de là-bas, c'est peut-être la question. Dans le pays même. Voilà, dans le pays même, il n'y a pas, à part dans des événements comme ça où les Palestiniens, les Arabes israéliens se rebellent et montrent leur fraternité avec les Palestiniens. Ça vit, il n'y a pas de tension au jour le jour, dans le sens où la situation est imposée, où ils sont majoritairement parqués dans certaines villes, où ils sont maîtrisés, ghettoisés. Donc il n'y a pas. Après, ils subissent du racisme tous les jours au niveau de l'emploi, etc. Mais c'est pas aussi conflictuel, dirons-nous, qu'entre directement les Israéliens et les Palestiniens, parce que si vous voulez, la situation est tellement imposée qu'il n'y a pas de retour en arrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est que l'arabe israélien, il est israélien et c'est qu'il va vivre là-bas, et voilà, à part s'il y a un événement majeur comme il y a eu avec la première et deuxième intifada, ça peut pas changer comme ça au jour le jour. Bon, peut-être je te redonne la parole, Bien, Nicolas. Oui, merci beaucoup messieurs pour ce débat fort intéressant. Vous le savez, on va bien sûr devoir rendre l'antenne puisque c'est tout simplement Robin qui nous succède pour la dernière de la saison de Cinebdo.
Oui, Hugo, tu sembles l'apprendre, effectivement. Je savais Robin- pas si tu avais eu la confirmation. Si, du si, bien sûr, et l'article est publié sur le site. Donc effectivement, Robin lui-même fait sa dernière émission juste derrière, et donc voilà, on peut déjà d'ores et déjà l'annoncer. Donc voilà pour la fin de saison de ces vendredis des émissions, puisque j'ai l'impression que toutes les autres émissions, je parle sous le contrôle du président qui est à côté de moi, toutes les autres émissions ont l'air d'avoir arrêté, puisqu'effectivement on a trouvé le studio dans les temps dans lequel on l'a laissé la semaine dernière, et donc pour une fois il était propre du coup. Voilà, c'est l'occasion effectivement de vous remercier vous. On a fait quand même 27 émissions cette saison, c'est la plus grosse saison qu'on ait fait jusqu'à présent. Alors bon, on a commencé il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans, on en était à la 3e saison. Donc voilà, et effectivement la première avait commencé en cours. Donc voilà, une grosse saison, plus de 50 sujets évoqués cette année quand même. Alors une grande diversité, hein, on a parlé autant, voilà, souvent des sujets d'école, d'aménagement, ce genre de choses, jusqu'à des sujets très politiques, très internationaux, donc du local au national. On se fait un petit peu le France 3 finalement, hein, du plus près au plus loin de la radio, voilà. Mais c'est assumé, voilà. Autant parler. Les comparaisons de Nicolas toujours bien affûtées. Oui, voilà, toujours. Donc voilà. T'as pas plus vendeur que France 3. France 3 région. Désolé, déchiffrer des lettres, c'est mon créneau. Ouais. Voilà, alors on va On t'a remercier. reconnu, hein, Romeshko. On va remercier bien sûr tous ceux qui sont intervenus, à commencer peut-être par Marc, qui est celui qui est le plus intervenu cette saison. Et Marc qui en est à plus de 60 participations à l'émission depuis qu'elle existe, c'est le top 1. Il nous avait un petit peu abandonné la saison précédente, mais bon, le jeu des absences de cette saison a fait que Marc est le plus présent parmi nous, le plus assidu. Félicitations, tu auras ton diplôme à rechercher et la petite prime qui va avec auprès de Walid qui nous promet un restaurant. Voilà. Suite à nos efforts effectués lors des Rec Awards. Normalement, Non, mais on en parle après je dis l'émission, tout. ça, Voilà, mais on en parle vraiment, après, mais il n'y a pas de souci. Mais au moins, Mais on il a- l'affiche à on a l'antenne des pour témoins. bien sûr On a des t'obtenir témoins. son- Voilà. Hein, on vous donnera des nouvelles à la rentrée de ce fameux restaurant. Remercie bien sûr nos nouveaux, Baptiste, Vincent qui est là ce soir, Baptiste qui n'est pas là, mais merci à vous de nous avoir rejoints et on Merci espère à bien vous. sûr, alors à la fois que vous reviendrez vous, mais que vous allez créer des vocations et que d'autres nous rejoindront la saison prochaine. Merci à nos grands fidèles, j'ai cité tout à l'heure en début d'émission Maxime et Hugo, merci les gars. Vos analyses Merci, toujours Maxime. aussi pertinentes sur des sujets, il faut bien le dire à nos auditeurs, des sujets pas toujours préparés en profondeur parce que effectivement on a nos vies à côté et que on se retrouve rapidement de par les réseaux sociaux. Décidément, Nicolas, Oui. t'as le Pas sens du de tout. la vente. Pas du tout, parce Alors, on a été à qu'effectivement l'arrache c'est un toute l'année. compliment. Voilà. Et donc effectivement, ces émissions qu'on n'a pas tout le temps, mais je dis pas qu'on les prépare pas, je dis que nous n'avons pas toujours le temps pour aller au plus profond et Ouais. vos analyses d'experts font qu'on s'en sort. Mais si vous me laissiez aller jusqu'au bout de mes explications, T'as une manière de serait vendre qui est assez douteuse. France 3, maintenant des émissions à moitié préparées. bon, merci à nos chroniqueurs occasionnels. Je pense à Raphaël qui fait Ouais. partie de l'émission, hein, de l'encadrement, à Walid qui est à côté de moi, le président de la radio qui a fait quelques interventions encore cette année. Alors Walid, il le veut, son restaurant. dans notre fameux top 10 des chroniqueurs, Walid, il en a fait 7 participations cette année. Voilà. Donc pour le président, pour un président, je trouve que c'est beau de nous rendre ces visites. Et Robin aussi qui nous a rendu visite quelques fois cette année, à quelques reprises. Maxime également qui vient de nous rejoindre. Donc ça c'est pour annoncer l'émission d'après de Cinebdo. Voilà, comme quoi on s'échange un petit peu entre les émissions. En tout cas, même s'il n'y a plus personne dans le studio, on vous souhaite de passer un très bel été. À tous et à toutes, de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre, du courage si jamais vous travaillez, ou alors si vous reprenez vos études ou que vous ne les avez pas finies, parce qu'il y en a certains qui ont des créneaux un petit peu différents au niveau de leurs études, et on se retrouve, on l'espère, à la rentrée le plus vite possible bien sûr, le temps pour nous de profiter des vacances, ensoleillé on le souhaite, tout bronzé. Hugo, tu avais un mot à rajouter? Et de préparer au mieux la saison prochaine. Oui, ça c'est ce qui nous concerne et ce qui concerne d'éventuels auditeurs qui nous rejoindraient. Merci beaucoup, très bonnes vacances, à très bientôt, au revoir. Ah, et bisous Hugo a dit, mais j'avais déjà éteint son micro.